Aujourd'hui, on va parler de comment réussir sa négociation face aux tactiques d'un vendeur. On s'est tous déjà retrouvés dans une situation où on voulait faire un achat et avec un bon vendeur, on s'est retrouvé à partir avec beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Alors, grâce à un bon vendeur, je ne sais pas. Attention, tous les vendeurs ne sont pas des arnaqueurs, tous les vendeurs ne veulent pas non plus juste nous aider à trouver des solutions, il y a quand même la vente derrière. Donc j'aimerais décrypter ça avec vous aujourd'hui. Je voudrais vous expliquer quelques tactiques de vente, des vraies techniques de vente qu'utilisent les vendeurs au quotidien, et vous donner ensuite des astuces pour éviter de se faire avoir, ou en tout cas pour prendre de la distance par rapport à ces tactiques-là et faire vraiment votre choix en pleine conscience. Bienvenue sur Comment négocier. Je vous propose de voir cette vidéo en 3 parties. Tout d'abord, comprendre comment fonctionne le vendeur, quels sont ses besoins, ses objectifs. Ensuite, on regardera les 6 tactiques de vente que je voudrais décrypter dans cette vidéo. Et enfin, je vous présenterai mes astuces du négociateur pour prendre de la distance par rapport à ces tactiques. Et avant de démarrer, je vous rappelle que le but, c'est pas du tout en tant que négociateur d'aller arnaquer le vendeur. La bonne négociation, on se rappelle, c'est quand les deux parties ont trouvé satisfaction dans la discussion. Alors, ce que je vais vous dire ici, ça peut concerner à la fois un vendeur en magasin, à la fois un agent immobilier, à la fois un démarcheur d'assurance, à la fois quelqu'un qui vient vous parler dans la rue pour vous vendre quelque chose, à la fois quelqu'un qui vous appelle. À partir du moment où il y a une volonté de vendre quelque chose, ça peut vous concerner. Et je vous en avais parlé récemment dans la vidéo sur les arnaques. Je vous remets le lien juste ici si vous voulez aller voir. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les vendeurs peu scrupuleux. Avec ces vendeurs qui cherchent avant tout à nous arnaquer, à vendre énormément de choses, à nous vendre des choses dont on n'a pas besoin. Ça, j'ai beaucoup de mal. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous aider à mieux comprendre quelques techniques que les vendeurs utilisent pour vous permettre de décrypter un peu ça quand vous ferez des négociations en direct et puis pour éviter de vous faire entourlouper. Alors, attention, je ne dis pas que tous les vendeurs sont des arnaqueurs. Pas du tout. Et au contraire, je n'ai rien contre les vendeurs et je trouve que c'est un métier qui est pas facile forcément à faire au quotidien et il y a aussi des excellents vendeurs. Pour moi, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui connaît très bien ce qu'il vend, il connaît bien son marché, il connaît bien ses produits, il connaît bien sa clientèle potentielle et tout ça. C'est quelqu'un qui est proactif et qui va vers son client. C'est quelqu'un qui écoute les besoins du client et donc qui sait à peu près comprendre de quoi le client a besoin et puis qu'est-ce qui pourrait lui correspondre dans le panel de produits qu'il a à proposer. Et c'est surtout quelqu'un qui vend le juste nécessaire, qui ne cherche pas à survendre des trucs. Comme première partie, je vous propose d'endosser le costume du vendeur. Donc voilà, on va se mettre à la place d'un vendeur. Je suis vendeur aujourd'hui, je suis dans un magasin, je propose des produits. C'est quoi mes objectifs? Un vendeur, son objectif principal, c'est de vendre. C'est de vendre, donc c'est de faire du chiffre. Donc pour ça, il doit avoir les bons produits qui correspondent aux bons clients, qui correspondent au marché. Et puis il doit ensuite, après, je dirais, amener ses produits au client. Donc souvent, dans une boutique, par exemple, c'est le client qui va venir regarder. Et puis il faut aller voir le client, comprendre ce dont il a besoin, essayer de l'orienter, lui vendre un produit qui va bien, peut-être essayer de lui vendre d'autres produits annexes qui pourraient aussi l'aider. Donc voilà, le vendeur, lui, il va être objectivé sur des résultats de vente, sur combien il a vendu, et souvent il y a aussi des primes qui vont dépendre de ça, et c'est à cause de ce système de primes et de récompenses si on a bien vendu, que justement certains vendeurs essayent de vous survendre certaines choses dont vous n'avez pas du tout besoin, mais ça leur permet, eux, d'avoir des objectifs qui sont remplis. Mais ce qui est important aussi, c'est que le vendeur, il a un gros objectif de satisfaction client. Ce qui est important pour lui, c'est que le client soit content, que le client lui ait fait confiance, et qu'après, il y ait une relation qui se tisse avec ce client-là, et puis qu'il revienne régulièrement. Typiquement, avec un garagiste, moi, je suis le genre de personne qui va tester 1, 2, 3 garagistes, et le jour où j'ai trouvé la personne qui va bien, qui me fait les choses au bon prix à chaque fois, qui va pas me rajouter plein de trucs, et à qui je peux faire confiance, je lui laisse ma voiture, et il fait ce qu'il veut dessus. Il me dit le prix à la fin, et je paye, parce que la relation de confiance, elle s'est tissée. Donc pour le vendeur, c'est aussi hyper important, cette relation de confiance. Deuxième partie, 6 tactiques de vente très répandues. Attention, je précise juste que ces tactiques sont pas du tout des choses à bannir ou à diaboliser, pas du tout. C'est des choses qui sont normales dans les relations entre acheteurs et vendeurs, et après c'est juste que c'est important de les identifier quand vous serez dans un acte d'achat, pour justement vous dire, attention, là je suis pas en train de décider parce que j'ai vraiment envie de ça, mais c'est parce que j'ai cette tactique de vente qui m'a été mise dans l'oreille, et du coup, je suis un petit peu parti dans la direction du vendeur. C'est pour ça que je veux faire cette vidéo. Tout d'abord, il y a la technique de la cohérence. Alors ça, on en a déjà parlé, c'est le fait de dire que une fois qu'on a pris un chemin dans sa tête, c'est difficile de retourner sa veste et de faire le chemin inverse. Je vous avais donné l'exemple le fait de dire plusieurs fois oui, et qu'à une fois qu'on avait dit 2-3 fois oui, forcément, on redit oui la 4e fois. Un exemple typique, vous êtes dans la rue, et puis une jolie fille vient vous aborder, ou un joli garçon, comme vous préférez, et puis vous dit bonjour, que pensez-vous de l'impact des fast-foods dans l'alimentation de nos enfants, et puis dans la santé globale de nos sociétés? Alors forcément, on a envie d'un peu de faire plaisir. Ah oui, non, c'est scandaleux, ça va pas du tout, et tout.
Ah, et du coup, vous pensez donc qu'il faut agir contre ces multinationales et puis leur impact dans la société, et puis empêcher ces agissements, arrêter ces pratiques de l'alimentation de masse? Ah oui, oui, clairement, il faut le faire. Ah, alors, vous êtes OK, du coup, de soutenir Greenpeace pour 10 € par mois en remplissant ce formulaire? Et là, comme on est déjà un peu trop engagé, difficile de dire non. Donc ce biais de cohérence, il peut être forcément utilisé par les vendeurs qui vont vous amener dans un chemin et vous aurez du mal à faire demi-tour. Ensuite, il y a la réciprocité. La réciprocité, c'est le fait de dire que quand quelqu'un vous rend service, vous avez forcément envie de rendre service en retour. Et ça, les vendeurs vont très bien l'utiliser, notamment dans le fait de vous accueillir en vous donnant un petit café, ou en vous servant un petit échantillon d'un produit pour vous le proposer à la vente, ou également en vous donnant des conseils un peu supplémentaires, ou en vous guidant dans votre choix. Quand vous êtes au restaurant, vous ne savez pas quoi prendre, et que le serveur vous dit « Ah bah tenez, je vous conseille peut-être ce plat-là, c'est pas le plus cher de la carte, mais il est très bon. » Ah, il vous conseille, tiens, c'est sympa. Puis du coup, bah, quand il va vous conseiller aussi de prendre du vin, vous allez peut-être en prendre, ou un dessert, vous allez en prendre un, alors que vous n'avez pas prévu ça à la base. La réciprocité, c'est le fait de dire « La personne m'a rendu service ou m'a fait quelque chose de sympa », et forcément, on a un biais qui fait qu'on a envie de faire quelque chose de sympa en échange. Et la plupart des vendeurs vous le diront, par exemple, dès qu'ils proposent de refaire une petite remise commerciale ou un geste, « Ah oui, non, vraiment, parce que c'est vous, je vous propose je peux vous faire 5% de baisse », il y a de très 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 grandes chances que vous acceptiez le deal, parce que justement, vous avez vu qu'il a fait un effort, donc vous avez envie de faire un effort aussi. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la sympathie et l'émotionnel. Alors là, c'est assez clair, c'est le fait de dire qu'un vendeur qui nous est très sympathique, on aura envie, ça rejoint un petit peu le point d'avant, on aura envie d'être sympathique avec lui. Et c'est pareil avec l'émotionnel, quand un vendeur va commencer à vous dire « Oui, mais vous savez, pour nous c'est difficile, on n'a pas fait beaucoup de chiffres ce mois-ci, du coup je peux pas vraiment vous proposer des rabais ou des choses comme ça », il va jouer avec un peu votre émotion, votre corde sensible, le fait de dire un peu la pitié pour que vous ayez pitié de lui et puis du coup vous ayez envie de faire du business avec lui. Donc le fait de jouer sur les émotions, c'est aussi par exemple quand un vendeur vous dit « Ah mais vous savez, ce robot il est vraiment extraordinaire, nous on lui fait une confiance aveugle, ma femme l'utilise tous les jours ». J'adore cet argument-là parce qu'il me fait vraiment rire. Mais le fait de dire qu'un tel l'utilise tous les jours ou que j'ai le même à la maison et tout ça, ça donne un côté émotionnel à l'acte d'achat qui fait que vous allez avoir plus envie d'acheter avec ce vendeur-là. La tactique suivante, elle est hyper puissante et vous verrez que, à mon avis, vous avez forcément déjà été, entre guillemets, victime de ça. C'est tout ce qui est la comparaison, le choix. Ça, c'est le fait de dire que le vendeur, il va pouvoir potentiellement élargir le choix des possibles par rapport à ce que vous aviez prévu pour vous donner plein de critères différents, plein de produits différents avec des critères différents qui fait qu'à la fin, même si vous n'aviez pas prévu d'acheter tout ça, bah vous allez vous dire « Ah mais attends, oui, effectivement, j'aurais peut-être besoin de ça. » Un exemple, vous cherchez un téléphone. Vous venez avec vos 2-3 critères, vous voulez un téléphone, un smartphone avec tant de gigas, et voilà. Vous arrivez, il va vous dire, bah, vu vos critères, il y a ce téléphone-là. Mais il y a aussi celui-là, que telle marque vient de sortir. Et celui-là, il est vraiment bien parce que son appareil photo, il a une double lentille, je sais pas quoi. Ou sinon, vous avez aussi celui-là, et la batterie, elle est excellente. Ou sinon, vous avez aussi celui-là, et il est étanche. Et sinon, vous avez aussi celui-là, où la vidéo, vous pouvez faire de la 4K et tout ça. Et en fait, tous ces critères-là que vous allez emmagasiner, que vous n'avez pas prévu, c'est des choses que, quand vous allez devoir faire votre choix, vous allez avoir peur de perdre certains critères. Et du coup, votre choix il va être biaisé par ça. Vous allez forcément prendre un téléphone au-dessus de ce que vous aviez prévu parce que vous n'aviez pas connaissance de tous ces critères-là. Et du coup, le fait de vous avoir amené tous ces choix-là fait que vous avez peur de perdre certains critères et donc vous allez faire un choix plus élevé. Après, il y a aussi tout ce qui est la rareté, l'urgence. Alors là, c'est typiquement la promotion qui s'arrête le jour même. Ce produit coûte normalement 500, aujourd'hui il est à 300. Ou sinon, encore pire, dans l'immobilier. Quand vous faites une visite avec un agent immobilier et que vous êtes tout seul, vous ne sentez pas forcément de nécessité de prendre une décision rapidement et tout ça. Si vous êtes 2 ou 3 couples à faire la visite en même temps, tout de suite vous sentez que « Oh là là, ce bien il est rare, peut-être qu'il va partir vite, il faut que je prenne une décision » et vous avez forcément des biais qui sont dans votre cerveau dans le moment de faire votre choix. Et enfin, le dernier, c'est la preuve sociale. C'est le fait de dire que, par exemple, quand vous passez devant un restaurant et qu'il y a un restaurant bondé d'un côté de la rue, un restaurant vide, vous allez forcément aller plutôt dans le restaurant bondé parce que c'est aussi là où les gens vont. C'est ça qui fait que vous allez choisir les produits avec la petite étiquette qui dit qu'il y a eu des concours qui ont gagné. C'est ça qui fait que vous allez, par exemple, être sensible à un argument de vendeur qui va vous dire « Ah, celui-là, il se vend très bien, tout le monde l'achète, tout le monde l'a. » Et le fait de vouloir un peu faire comme tout le monde va peut-être vous amener dans le choix que vous n'avez pas forcément identifié à la base. Donc maintenant qu'on a vu ces tactiques, voilà mes 5 conseils pour justement un petit peu parer ces techniques de vente. Tout d'abord, tout simple, évitez tous les petits cadeaux. Dès que vous rentrez dans des discussions commerciales pour une négociation, évitez le petit café de bienvenue, évitez les invitations au resto, les stylos, les choses comme ça, les petits goodies qu'on va vous donner. Parce qu'à partir du moment où vous acceptez ça, il y aura forcément un biais dans votre cerveau qui va vous donner envie de faire affaire avec la personne. Alors, ne soyez pas non plus rustre. Un café, peut-être que ça ne peut pas forcément tuer la négociation. Mais en tout cas, soyez très vigilant à bien garder la tête froide, même si la personne en face de vous a été ultra sympathique. Deuxième chose, je vous le répète dans toutes les vidéos, mais là c'est hyper important, construisez bien en amont votre besoin.
préparez votre négociation en listant les critères de ce dont vous avez besoin pour ne pas ensuite, quand vous serez face au vendeur, partir sur d'autres critères. Donc ça peut être par exemple une liste de critères. Je veux acheter une télé, je veux tel format, je veux tel branchement, je veux que ça se connecte à tel truc, je veux telle résolution, voilà. Une fois que j'ai tout ça, je le mets dans ma poche éventuellement, comme ça de temps en temps je peux le ressortir pour me rafraîchir l'esprit. Et puis je fais attention aussi au budget que j'ai, parce que je ne vais pas aller chercher des choses plus chères et exploser mon budget. Troisième conseil hyper important, apprenez à dire non. Apprenez à ne pas acheter. Même si le vendeur est super sympa et qu'il vous a amené une super solution, si ça ne vous convient pas, dites non et partez, même si vous lui avez pris 20 ou 30 minutes de son temps. Et ça, c'est hyper important en négociation. Il faut que vous soyez prêt à dire non, parce que sinon vous allez forcément, dès que le vendeur va être sympa, vous allez aller dans son sens, vous allez rester et vous allez faire affaire avec lui. Et si vous voulez faire des bonnes affaires, il faut que vous ayez ce recul nécessaire. Quatrième astuce, dites-vous bien que c'est leur métier. Décorrélez l'humain de son métier. C'est pas parce que vous faites pas affaire avec la personne, c'est pas parce que vous allez lui demander un rabais, c'est pas parce que vous allez être un petit peu virulent dans la négociation ou le ramener un petit peu dans le droit chemin de ce que vous avez envie et tout ça, que vous êtes irrespectueux avec la personne. Vous demandez un service à un vendeur qui est là pour vous vendre le produit et vous conseiller, vous avez le droit d'attendre un bon service en retour. Et donc ne pensez pas que si vous êtes dur avec lui ou que vous faites pas affaire et tout ça, c'est lui personnellement qui est touché. Non, non, non. Détachez la personne de son métier. Et enfin, dernière astuce, travaillez votre maîtrise émotionnelle. Prenez de la distance avec vos émotions et si vous avez de la colère, de la frustration, de la gêne, de la pitié, de la sympathie ou des choses comme ça, faites attention à ce que ça ne vienne pas polluer votre choix et votre façon de prendre votre décision et prenez vraiment de la distance par rapport aux émotions qui viennent pendant la négociation. Avec tout ça, normalement, vous êtes prêt à attaquer votre prochaine négociation, que ce soit pour acheter un nouveau téléphone, un PC, une nouvelle assurance, une télé ou quoi que ce soit dans un magasin ou avec un vendeur. Pensez à regarder bien cette vidéo en amont pour bien vous mettre en tête les tactiques de vente qu'il va pouvoir utiliser et puis préparer votre négociation pour la réussir. Et si vous voulez me voir interagir en direct avec un vendeur de téléphonie lors d'une négociation de mon forfait par téléphone, je vous invite à aller cliquer sur cette vidéo. Je négocie en direct devant vous, vous allez voir exactement comment je fais et ça peut vous apprendre pas mal de choses. Allez, on se voit là-bas ou dimanche prochain et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!